pour ce second épisode hors série, je vous propose un sujet qui m'a déjà été plusieurs fois demandé dans le magazine L'Art de la Voix, le ki. Le ki, ou chi, qui peut aussi s'écrire comme ça ou comme ça, est une notion très difficile à définir. Avant d'entrer vraiment dans la définition de cette notion, voici quelques informations utiles. Tout d'abord, le ki semble être une notion issue de la médecine traditionnelle chinoise, dont nous parlerons un peu plus loin. Autre point à savoir, dans le milieu des arts martiaux, c'est une notion à laquelle on donne une importance très variable, et si elle est parfois considérée comme fondamentale, certains pratiquants remettent complètement en cause son existence. Pour ce qui est de son écriture, le terme ki s'écrit comme ceci, et est composé de deux parties. La partie supérieure signifierait vapeur, alors que la partie inférieure signifierait plutôt riz ou céréales. Généralement, on traduit ki par souffle vital ou énergie vitale. Cependant, comme on le verra plus tard, il existe de très nombreuses interprétations de ce terme. A noter que dans ce sens commun de souffle vital, on trouve de très nombreuses notions similaires partout dans le monde. Par exemple, on trouve prana en Inde, pneuma en Grèce antique, le ka en Égypte antique, ou encore la mana en Polynésie. Bien entendu, comme je l'ai dit, ce ne sont là que quelques exemples, et l'on en trouve beaucoup d'autres. Comme vous vous en doutez, le corps de cet épisode sera d'essayer de définir ce qu'est le ki. Cependant, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous adresser une demande. Le ki est très souvent une notion très éloignée de notre vision occidentale et cartésienne du monde. Aussi, certaines choses que je vais vous dire pourront vous paraître complètement abstraites, voire irréalistes. Ce que je souhaiterais est que durant cet épisode, vous gardiez vos préjugés de côté et essayez de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. N'oublions pas que le ki est une notion très ancienne et que pour beaucoup, elle est une réalité. Passons maintenant au cœur de l'épisode avec les définitions du ki. Tout d'abord, commençons par le ki défini comme souffle vital ou énergie vitale, qui est le sens le plus commun donné au ki. Alors dans ce sens, qu'est-ce que le ki ? Le ki serait une énergie, un souffle vital, présent dans toute chose. Cependant, bien qu'il soit considéré comme un continuum, il peut avoir plusieurs états, plus ou moins forts, concentrés, moins concentrés, altérés, etc., etc., etc. Le ki, dans cette définition, est fondamentalement lié à la médecine traditionnelle chinoise. Et avant d'aller plus loin, il faut s'y arrêter. Commençons par quelques concepts de base. Tout d'abord, chaque être humain possède en lui son propre ki, et la qualité de ce dernier influe sur sa santé. Ainsi, dans cette optique, les maladies sont souvent vues comme des dérèglements du ki. Mais nous n'entrerons pas dans ces détails, les choses étant vraiment très complexes. Cependant, on peut dire que le ki n'est pas figé, mais il circule dans le corps à travers un réseau complexe. Avant tout, précisons que ce réseau n'a pas de réalité physique. Dans ce réseau, le ki parcourt des méridiens, et le long de ces derniers s'accumule plus ou moins dans certains points appelés points vitaux. Ces points vitaux sont très connus tant dans les arts martiaux qu'en médecine, et il est à noter que des pratiques médicales reconnues comme le shiatsu ou l'acupuncture se basent sur l'utilisation de ces derniers. Comme vous vous en doutez, j'ai fortement simplifié les choses, et pour être exhaustif, il faudrait parler d'autres théories liées au ki, comme par exemple le bagua ou les 5 éléments. Cependant, je n'ai ni la force, ni la compétence, ni l'envie d'en parler. Cependant, je peux tout de même vous dire que l'on trouve non pas un, mais 3 grands types de ki dans le corps humain. Tout d'abord, on trouve le yuan, qui est souvent traduit par énergie ancestrale. Cette énergie est celle qui nous est transmise et qui s'épuise au fil du temps. Quand il n'y en a plus, on meurt. Ensuite, on trouve le ki yin, qui est le ki lié à l'alimentation, et le ki yang, qui lui est lié à la respiration. Voilà pour ce très bref aperçu du ki en médecine chinoise, il est maintenant temps de revenir à l'épisode. On a vu grossièrement ce qu'était le ki en tant que souffle vital, mais quels sont ses intérêts dans la pratique des arts martiaux ? Tout d'abord, une bonne maîtrise du ki est censée permettre de dépasser la force physique. C'est d'ailleurs souvent le postulat qui est avancé dans les arts martiaux chinois dits internes. Pour ceux d'entre vous qui ne se rappelleraient pas ce que c'est, je vous renvoie au premier épisode. Autre intérêt qu'on a déjà évoqué, les points vitaux. Ces points peuvent être utilisés comme cible lors des combats, et les frappes qui les touchent peuvent avoir divers effets. Ainsi, selon certains, frapper ces points avec le bon angle et la bonne force pourrait provoquer des effets comme la cécité, des pertes de conscience, une paralysie partielle, voire la mort. Alors ce type de pratique doit vous dire quelque chose, puisqu'on la retrouve dans des mangas comme Naruto ou Ken le Survivant, ou encore dans des films comme Kill Bill. Un autre intérêt lié à la pratique martiale serait que le ki permettrait d'améliorer tant le corps que la santé. Cependant, comme vous vous en doutez, le ki en tant que souffle vital est une notion souvent très vague et difficile à comprendre en Occident, et ceci vient de plusieurs faits. Tout d'abord, cette notion est très éloignée de notre mode de pensée cartésien, et n'est pas scientifique au sens où on l'entend. Une autre raison de cette incompréhension du ki en tant que souffle vital est que l'on trouve de très nombreuses variations au sein même de cette définition. Enfin, un troisième grand problème est que le ki est défini ici par son action, et non pas par sa nature. Autrement dit, dans cette définition, on sait que le ki existe parce qu'il agit et que l'on arrive à comprendre son fonctionnement. Cependant, on n'en a pas déterminé la nature.
Passons maintenant à une autre définition du ki, qui est elle plus compréhensible pour notre mode de pensée occidental, le ki défini comme une efficacité biomécanique. Il y a tout d'abord deux choses à noter sur cette définition. D'une part, elle est propre aux arts martiaux, et d'autre part, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas issue du mode de pensée occidental, puisqu'on en retrouve des traces dans la Chine du XVIIIe siècle. Dans cette définition, le ki est une efficacité biologique au combat liée à un certain alignement du corps. Autrement dit, c'est une efficacité optimale d'une action grâce à une utilisation parfaite du corps dans son ensemble. Cette définition est très différente de la première, puisque le ki n'est pas vu ici comme une chose, mais pourrait plutôt se rapprocher d'un état. A noter que pour décrire cet état, d'autres mots viennent parfois remplacer le terme ki, comme par exemple jin, qui est utilisé en Chine. Cette définition, très intéressante d'un point de vue martial, est souvent liée à l'idée que le ki est ce qui permet de déployer un maximum de puissance en un minimum d'effort. Mais la question est, comment parvenir au ki ? Comment parvenir à cette efficacité biomécanique ? En général, on relève trois grandes clés. Tout d'abord, l'utilisation du corps comme un tout unique. Pour bien comprendre cette idée, le meilleur exemple est celui d'un coup de poing. Lorsque je donne un coup de poing, je ne me contente pas d'agiter le bras en direction de l'adversaire, mais c'est l'ensemble de mon corps qui doit être mobilisé dans l'action. Le second point important, qui est lié au premier, est un bon alignement du squelette. Le but est ici de permettre un bon transfert de la force entre les différentes parties du corps, mais aussi d'éviter de se blesser lors de l'exécution d'une technique. Enfin, le troisième grand point est l'utilisation optimale des muscles. Pour être plus précis, c'est l'utilisation optimale de la contraction et de la décontraction musculaire. C'est un point assez technique, mais il faut retenir que si la contraction musculaire est bénéfique pour lancer une technique, par exemple quand on commence à lancer le poing vers l'adversaire, si l'on garde le muscle contracté sur toute la trajectoire, on perd en vitesse et donc en puissance. Ainsi, pour reprendre l'exemple du coup de poing, dans l'idéal, il doit s'exécuter en 3 temps. On a tout d'abord une contraction lors du lancement de la technique, puis lorsque le poing parcourt la distance entre le pratiquant et l'adversaire, une décontraction, et enfin une contraction au moment de l'impact. Il est maintenant temps de passer à la troisième grande définition du ki, qui pourrait très grossièrement se résumer par le ki, manifestation de l'intention. A noter que ce type de définition est assez présente dans les sources traitant d'arts martiaux japonais. Encore une fois, la définition du ki est une chose assez complexe, mais on pourrait le résumer par toute l'énergie physique et mentale concentrée avec toute l'intention possible. On pourrait donc apparenter le ki à une force explosive, demandant tant des ressources physiques que psychiques. A noter que pour ceux qui défendent cette définition, chaque être humain possède du ki en plus ou moins grande quantité, mais ce qui importe vraiment, c'est leur capacité à le contrôler. Autre point fondamental dans cette définition, le ki appartient plus au domaine du sentir que du savoir, aussi il est très difficile de le décrire. Pour mieux comprendre cette idée, je vous propose de faire un petit parallèle avec la cuisine. Sentir le ki pourrait revenir à goûter un aliment peu commun qui n'a pas vraiment d'équivalent. Si maintenant une personne qui ne l'a jamais goûté vous demande de décrire le goût de cet aliment, vous pourrez au mieux lui en donner un vague aperçu, mais il ne pourra en connaître le goût qu'une fois qu'il l'aura goûté par lui-même. Il en va de même pour le ki dans cette définition, qui ne peut être compris et appréhendé que par la pratique. Pour en revenir à ce qui nous intéresse, quels sont les intérêts de ce ki vis-à-vis des arts martiaux ? Tout d'abord, et comme c'est plus ou moins le cas dans les deux précédentes définitions, le ki permettrait de dépasser la force musculaire. Cependant ici, nous ne sommes pas vraiment dans une force semi-mystique comme on avait dans la première définition, mais plutôt dans quelque chose de concret. En effet, le ki permettant d'unir corps et esprit en une seule action, ceci permettrait de dépasser nos blocages naturels et de pouvoir utiliser notre force musculaire à sa pleine puissance. Autre intérêt, maîtriser son ki permettrait d'être pleinement conscient du moment présent, et donc en ne laissant pas voguer son esprit au fil des pensées, de mieux percevoir les choses. Ainsi, on aurait parfois l'impression que les choses se déroulent presque au ralenti. Enfin, le ki dans cette définition est quelque chose que l'on peut ressentir, et l'on peut ressentir tant son propre ki que celui de son adversaire. L'intérêt ici serait de percevoir les actions de son adversaire avant même que celui-ci ne les ait exécutées. Alors si ça peut paraître complètement tiré par les cheveux, c'est une expérience qu'ont fait beaucoup de pratiquants d'arts martiaux. Cependant, pour beaucoup, la perception de l'action de l'adversaire une fraction de seconde avant qu'il n'agisse tient plus à l'analyse de sa posture corporelle, de son regard et de nombreux facteurs qu'au ki lui-même. Cependant, cette perception revient quelque peu au point précédent. Au final, on retiendra que le ki est une notion très vague, et ce pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, il existe de nombreuses définitions de ce que pourrait être le ki, et n'oublions pas que de nombreuses personnes rejettent complètement son existence. De plus, parmi les définitions que nous avons vues, toutes ne sont pas toujours considérées comme exclusives l'une de l'autre. Ainsi, par exemple, certains diront que c'est le bon alignement corporel de la seconde définition, qui permet au ki de la première définition de mieux circuler le long des méridiens, et donc de dépasser la force musculaire. D'autres vont plus loin, en estimant que ces trois définitions sont justes et forment simplement les trois facettes d'un même objet. À cette complexité, il faut ajouter le fait qu'il existe de nombreuses variations et subtilités dans ces définitions.
Pour vous donner un exemple, pour cet épisode, je me suis servi d'une dizaine de livres, et chacun donnait une définition différente du qui. Cependant, cet aspect très vague de la notion n'est pas seulement lié aux nombreuses définitions, et le facteur humain y joue aussi beaucoup. À ce stade, on distingue plusieurs cas. Tout d'abord, il y a le cas de la méconnaissance, et certains pratiquants utilisent le qui pour définir tout ce qu'ils ne comprennent pas. En gros, si je ne comprends pas quelque chose dans un art martial, c'est le qui. D'autres fois, le qui peut être utilisé de manière volontairement vague pour répondre aux questions de certains élèves. Si cela peut être par fainéantise, cela peut aussi être car le professeur estime que son élève n'est pas encore prêt à recevoir toutes les explications. Enfin, certaines personnes utilisent cet aspect très vague et mystique du qui pour profiter de leurs élèves, et cela peut aller jusqu'à des dérives sectaires, et le maître apparaît alors comme un gourou se targuant de pouvoir mystique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces prétendus maîtres et les démonstrations de leur soi-disant pouvoir mystique. Retenez simplement que le plus souvent, elles relèvent d'une certaine forme d'hypnose, de conditionnement, et parfois d'une falsification volontaire. Le plus triste est que certains de ces maîtres ne sont pas de mauvaise foi et sont persuadés de la réalité de leur pouvoir. Pour en revenir à l'aspect vague du qui, ce dernier prend aussi racine dans des facteurs culturels. Sans relever tous les points, on peut tout d'abord dire que l'Asie est très différente de l'Occident, et que dans la Chine, bercée dans la pensée confucéenne, les rapports et l'enseignement sont très hiérarchisés. Ainsi, lors de l'enseignement, chacun a un rôle. Le professeur enseigne, et l'élève apprend sans poser de questions. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très déstabilisant, autant pour les maîtres chinois venant enseigner en Occident, que pour les occidentaux allant étudier en Asie. Une autre grande différence à prendre en compte est que le qui est une notion très ancienne, qui s'est développée à une période qu'on pourrait qualifier de pré-scientifique. Cependant, pour beaucoup de personnes dans le monde, bien que la science n'ait pas prouvé l'existence du qui, ce dernier est une chose tout à fait réelle. Aussi, il faudrait peut-être éviter la solution de facilité, qui est de dire que si aujourd'hui la science n'a pas encore prouvé l'existence du qui, c'est que ce dernier n'existe pas. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, je vous mets les liens vers les réseaux sociaux, le site et l'abonnement. Je vous mets aussi le lien vers le Tipeee si vous voulez nous soutenir. Cette fois-ci, je ne vous mets pas de vidéo car c'est dur de trouver une bonne vidéo en français sur le sujet. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, laisser un commentaire et surtout la partager. À bientôt!